Bonjour et bienvenue au podcast minier. C'est ici que vous allez découvrir les acteurs de l'industrie minière, mais aussi les enjeux et les défis auxquels ils font face quotidiennement. Ce qu'on va découvrir à travers les épisodes, c'est vraiment des hommes et des femmes qui sont passionnés par leur industrie. Je serai votre hôte, Manon Rouillé, fondatrice de Rouillé Stratégie Marketing. Mon invitée aujourd'hui au podcast minier, Valérie Filion, directrice générale de l'Association d'exploration minière du Québec. Alors, bienvenue Valérie au podcast. Bonjour, ça me fait plaisir d'être là. Hey, merci d'avoir accepté l'invitation. Pour les gens qui ne te connaissent pas, Valérie, puis j'en doute qu'il y en ait énormément, là, mais mettons, là, le monde qui ne te connaisse pas, tu pourrais-tu nous amener à travers ton parcours professionnel jusqu'à aujourd'hui en tant que directrice de l'association? N'absolument. Dans le fond, moi, je suis allée au cégep en assainissement de l'eau et traitement d'eau usée. Quand j'ai fini ça, je n'étais pas vraiment prête à aller travailler, donc j'ai regardé qu'est-ce qui s'offrait au niveau universitaire. J'ai choisi bac en géologie. Donc, j'ai fait ça. Puis, quand j'ai fini le bac, je suis partie travailler parce que c'était assez. Donc là, je suis allée en Abitibi me chercher un job. J'avais fait, durant l'été, je suis allée dans la fosse du Labrador faire de l'exploration pendant 4 mois et demi. Puis après ça, maintenant, je suis montée en Abitibi pour au mois de janvier avec ma Renault 5 dans la slush du parc La Vérandrie. Fait que je suis rentrée travailler je fais un petit peu mine Pierre Beauchemin qui n'existe plus. Après ça, je suis allée à la mine Cidor pour un plus long, 6-7 ans. Après ça, comme géologue de production sous terre. Ensuite, Bousquet 2. Et puis, je suis allée un petit peu en Ontario. Après ça, là, je suis allée en exploration. Et après, au final, le directeur général de l'association prenait sa retraite. Donc, ils ont... C'était qui, donc? C'était Jean-Pierre Thomasin. Ah oui, c'est ça. Qui avait annoncé qu'il prenait sa retraite. Donc, ils ont ouvert un poste de directrice adjointe. Bon, c'est moi qui ai été sélectionnée. Puis, quand ils ont ouvert le poste de direction générale, là, j'ai soumis ma candidature avec d'autres. Puis, c'est moi qui ai eu le poste. Fait que je suis là depuis ce temps-là. Tu n'as jamais travaillé à l'extérieur de l'industrie minière, en fait, là. Fait que tu as fini tes écoles. Tu as fini ton école, tu as toujours continué dans l'industrie. Quand j'étais au cégep, j'ai travaillé moi, je suis originaire de Saint-René-de-Matane. Donc, quand j'étais au cégep en assainissement de l'eau, j'ai travaillé au ministère de l'Environnement à Rimouski, au milieu municipal. Là, on faisait les enquêtes de besoins en eau et en installation de traitement. Mais après ça, j'ai toujours travaillé dans l'industrie. Qu'est-ce qui t'a attiré? Qu'est-ce qui t'attire de l'industrie minière? Dans le fond, il y a beaucoup de hasard dans mes choix. Heureusement, c'est des heureux hasards parce que des fois, on fait des mauvais choix. Mais dans le fond, moi, quand j'ai choisi géologie, c'est que je regardais ce qui pouvait m'intéresser. Puis c'est océanographie qui pouvait m'intéresser. Mais c'est en maîtrise océanographie. Il faut que tu fasses un bac avant. Donc, tu faisais un bac en chimie, en bio, l'autre, je ne me rappelle pas trop, puis en géologie. Fait que là, c'était un peu trop intense pour moi, les 3 premiers choix. J'ai fait, je vais aller en géologie, c'est plus réel. C'est terre à terre. C'est ça. Moi, je suis pas mal dans la réalité, dans le terre à terre, justement. Donc, je suis entrée en géologie, puis ce qui était le fun, c'est que j'ai retrouvé, c'est à l'Université de Montréal, puis le parallèle avec quand j'étais au cégep, Saint-Laurent, parce que moi, je suis partie à 16 ans de chez mes parents pour m'en aller à Montréal, au cégep Saint-Laurent, faire mon DEC en assainissement. Donc, il y avait des gens de tout le Québec au cégep parce que c'était le seul cégep qui faisait la formation au complet en assainissement de l'eau. Donc, on s'est ramassé là, un groupe de partout au Québec, un gars des Îles-de-la-Madeleine, du monde de l'Abitibi. C'est là que j'ai rencontré Denis Trudel, qui étudiait avec moi en assainissement. Donc, quand je suis arrivée en Abitibi pour travailler, ça a été mon premier contact ici. Fait que c'était la personne que je connaissais, plus une fille qui venait de Rouen, qui était la blonde d'un géologue. Fait que j'avais comme deux personnes que je connaissais en arrivant à Rouen. Mais c'est ça, là. J'ai choisi la géologie parce que c'est ce qui me semblait le plus terre à terre dans la réalité. Puis, à un moment donné, rendu à la fin du bac en géologie, dans le fond, là, je suis étonnée, j'ai fait, moi, je m'en vais travailler. Ça a commencé de même. On va parler maintenant de l'AEMQ. Pourquoi devenir membre de l'AEMQ, mais aussi qui peut devenir membre de l'association? Dans le fond, tout le monde qui travaille dans la filière minérale, les entreprises, les individus peuvent devenir membres de l'association.
Donc, c'est sûr que l'association se garde le droit de refuser certains membres qui auraient un drôle de parcours ou quelques problématiques, mais globalement, tout le monde qui est dans la filière peut être membre. Ce qui fait que dans nos membres corporatifs, on a des prospecteurs, des compagnies de production, aussi des producteurs miniers qui font de l'exploration, mais aussi toutes les entreprises de services, les compagnies de forage, compagnies de géophysique, les services experts, bureaux d'avocats, fiscalité, comptabilité, tout ça. Donc, firmes de communication. On est vraiment la filière. On a presque 200 membres corporatifs, puis plus que membres individuels. Donc, ça fait beaucoup de monde ensemble. Puis tout ce monde-là est membre parce que quand on est tous ensemble, on parle de PME majoritairement. Donc, c'est le poids du nombre qui fait que nous, quand on fait le travail qu'on a à faire auprès des différents paliers de gouvernement, mais c'est le nombre de membres qu'on a qui fait que on a une compétence, une connaissance de la filière, de toute la filière, que quand on rencontre des gens, qu'on explique comment ça fonctionne et tout ça, ben, on a une crédibilité, puis dans le fond, on sait de quoi on parle. Puis c'est sûr que moi, ben, comme je viens de la filière, j'ai travaillé dans la filière, les deux volets, production, exploration, mais ça nous permet aussi d'entretenir un réseau de contacts de qualité. Tantôt, tu as dit 200 membres corporatifs, mais j'ai pas combien de membres individuels? Plus que 1000. OK, plus que 1000. Dans le courant des dernières années, ça a été quoi les gros projets sur lesquels l'association a travaillé? C'est sûr qu'il y a 5 ans, quand on a fait la révision de la loi sur les mines, on a travaillé très, très, très fort. On a aussi vécu plusieurs changements de gouvernement à travers ça. Donc, on a changé souvent d'intervenants. On a puis on l'a vu à ce moment-là. Tu sais, la filière s'est comme réunie pour parler d'elle, expliquer qu'est-ce qu'elle faisait, mais nous, on a travaillé avec plusieurs intervenants au gouvernement pour réussir à avoir une loi qui encadre nos activités, mais qui nous permet de faire des travaux, d'explorer le mieux possible. Donc, ça a été un des gros mandats des dernières années. Là, ça fait 5 ans. Donc, on est c'est tout à fait normal dans la révision des lois au Québec. Après 5 ans, on regarde que le gouvernement regarde sa loi et fait les modifications qu'il faut dedans. Donc, on commence ça tranquillement. Puis, c'est quoi le projet à venir? Là, on est en 2019, on s'en va bientôt en 2020. C'est sur quel projet vous allez travailler? Il y a quelques années, l'association se questionnait sur une certification en exploration minière. Et on se disait, bon, est-ce que ça existe? Qu'est-ce qu'il y a dans le monde? Est-ce qu'on peut faire quelque chose au Québec? Mais on ne voulait pas une certification que nous, on certifiait nos membres. Là. Nous, on voulait une certification avec un audit externe indépendant. C'est ce qu'on voulait. Donc, on a mandaté l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue pour qu'il fasse, première étape, un recensement mondial dans toutes les juridictions pour voir s'il existait une certification. Il y a des normes, des guides de pratique, tout ça, mais il n'y a pas de certification avec un audit externe indépendant. OK, donc on a fait, OK, on continue le mandat, on définit une norme. Donc, l'UQAT a travaillé à définir une norme avec un nombre de critères selon les principes du développement durable pour adapter à notre filière. Il y a eu un comité de normalisation qui a été mis en place avec toutes les parties prenantes, les Premières Nations municipales, les ONG, les gens de l'industrie, tout ça. Et ensemble, ils ont revu les critères. On est arrivé à la fin avec une norme qui compte 99 critères. Cette norme-là s'applique aux compagnies d'exploration puis aux fournisseurs de services qui font des travaux. C'est les deux volets qu'on touche présentement. Par exemple, une entreprise de forage, oui. Une entreprise de travaux géophysiques, oui, parce qu'ils ont à travailler sur le terrain. Fait que ça, c'est la première étape. Le futur, on va voir comment ça se développe dans le futur, mais là, pour l'instant, c'est les deux catégories qu'on vise. Fait qu'une fois que la norme est établie, maintenant, il faut trouver un diffuseur, parce que c'est pas l'UQAT qui certifie des gens. Donc là, on a fait un appel d'offres
Un diffuseur en certification, c'est exemple CSA Canada ou CSA Mondial. UL, qui est aussi une firme de certification qui fait des normes et qui sont applicables dans le monde entier. Quand ils font une norme, elle s'applique partout dans le monde. Donc, finalement, on s'est entendu avec UL. Puis maintenant, c'est eux qui sont en charge de faire vivre la norme. Une norme, c'est dynamique. Ça reste pas pareil. Ça évolue selon les changements de législation, les règlements, les lois et aussi le travail en lui-même. Donc, il y a des révisions qui sont faites au fur et à mesure. Donc, UL a acquis la norme et là, ils sont en train de développer leur processus de certification avec les audits sur le terrain. Ils vont former les auditeurs. C'est eux qui vont la faire vivre avec le temps. Nous, ben, pour le futur, ce qu'on va faire, c'est qu'on va accompagner nos membres ou les entreprises qui vont vouloir se préparer pour leur audit et se préparer à la certification. C'est ce qu'on va faire. La norme, la certification, ce n'est pas obligatoire. C'est vraiment un choix que les gens font, que les entreprises font. Qu'est-ce que tu as à dire aux gens qui vont dire, ben moi, ils iront pas de l'avant, ils vont décider de ne pas avoir la certification? Ben, nous, on a misé sur le fait qu'il va y avoir un effet d'entraînement. Une entreprise qui va être certifiée puis qui va avoir des rencontres positives avec des investisseurs parce qu'elle est certifiée, ben, ça va influencer les autres puis ça va les amener à embarquer. Et une entreprise de service, exemple, une compagnie de forage qui est certifiée, ça devient un avantage concurrentiel pour elle parce qu'il ne faut pas oublier que c'est mondial. Donc là, ça s'applique au Québec. L'an prochain, ça va s'appliquer au Canada. Et après ça va s'appliquer dans le monde. Et quand on a commencé le projet, on avait 3 conditions qu'on a gardées tout le long du développement du projet. Il fallait que ce soit abordable parce que les compagnies d'exploration n'ont pas de revenus. Il faut qu'ils financent ça. L'autre affaire, il faut que ce soit simple. On ne commencera pas à rajouter des étapes et tout ça. Il faut garder ça. Oui, on va en rajouter, mais il faut que ce soit le plus simple possible. Puis, il ne faudra pas se faire envahir par la paperasse. Ça aussi, il va falloir que ça reste simple. D'où l'idée de la plateforme web, qui est une filière virtuelle où tu vas mettre toutes tes informations, tu vas te préparer en continu au fur et à mesure. Puis ces 3 critères-là vont faire que les coûts pour te certifier, hein, ils vont rester ils vont rester abordables. Puis, pour ton entreprise, il va y avoir plus d'avantages que d'inconvénients à te certifier. Je crois que c'est juste le début qu'on va entendre parler de la certification. Dans les prochains jours, les prochains mois, on va en entendre beaucoup parler. Puis, j'invite tout le monde qui nous écoute présentement à vraiment suivre ce projet-là qui est énorme pour l'industrie minière. C'est un projet qu'on n'aurait pas pu réaliser, ce projet-là, tout seul, évidemment. Le gouvernement aurait, je pense, pas pu réaliser ça non plus à un coût abordable. C'est en se mettant tous ensemble, on a réussi à monter un projet sur 5-6 ans qui fait qu'on était capable de livrer une certification. Puis, en cours de route, ben, on a pris des décisions et tout ça. Ça se fait pas en un an parce que ça implique des discussions, des négociations. Donc, on est arrivé. Nous, en parallèle de ça, on a développé notre service d'accompagnement. Tous les documents sont traduits c'est anglais, français. On est prêt pour aller à l'extérieur du Québec avec ça, avec notre service d'accompagnement. Et on pense que c'est vraiment le futur, là. Comment tu vois l'image de l'industrie minière aujourd'hui? Il y a eu une évolution, mais est-ce qu'en 2019, tu crois qu'on a une image positive ou une image négative face aux Québécois, Québécoises? Bien, je pense qu'il y a plusieurs initiatives qui ont eu lieu, là, qui font que les gens voient la réalité de l'industrie minière dans leur quotidien, dans leur vie. Je pense, entre autres, à la campagne publicitaire que l'Association minière du Québec fait, qui fait des publicités télé et aussi écrites et web. Puis c'est vraiment comment l'industrie est présente dans ta vie de tous les jours. Puis à un moment donné, tu peux pas nier ça, là, que une fois que tu le sais, là, ben, tu peux pas faire semblant que l'industrie minière, c'est pas bon. Ben, arrête, là. Je veux dire, c'est comme l'industrie minière, là, est là, ici au Québec, avec un encadrement de qualité et assez serré, des lois, des règlements.
On est une des juridictions où l'activité se fait de la meilleure façon. On est innovant, recherche et développement en continu. On travaille avec les centres de recherche, les universités. Donc, je pense que de plus en plus, on s'améliore, mais on le fait savoir. C'est ça qui est important. Tu peux bien t'améliorer tout seul chez vous, mais si personne ne le sait, ben, la perception est que je peux dire n'importe quoi. Oui, tu sors pas de chez vous pour me dire le contraire. Ça, je pense que c'est un plus. Puis, à un moment donné, c'est sûr qu'il y a une portion d'irréductibles qui vont toujours nier la réalité, mais il faut pas... Moi, je pense qu'il faut qu'on mette nos efforts à se faire connaître pour le positif auprès des gens qui sont intéressés à l'entendre puis qui vont en parler à d'autres puis qui vont dire « Hey, t'as-tu vu? Je savais pas ça. » Donc, c'est important, mais je pense qu'on s'améliore. On s'améliore dans la façon dont on communique qui on est. Oui, puis j'espère que le but aussi d'avoir créé le podcast Mini, c'est un petit peu ça en quelque sorte. On entend les histoires des gens, on réalise, OK, il y a une certification, on parle de développement durable, d'amélioration continue, d'écologie. Peut-être que les gens qui vont écouter le podcast, qui sont à l'extérieur de notre écosystème, vont peut-être réaliser certains points un petit peu plus positifs qu'ils l'avaient. Parce que dans le fond, il ne faut jamais oublier que dans la réalité, là, le développement durable, là, il y a 3 volets. Puis, tu veux améliorer le volet social en respectant l'environnement, mais la condition pour y arriver, c'est d'avoir un développement économique. Parce que dans la vie de tous les jours, là, ben, ces conditions sociales-là, puis améliorer l'environnement avec toute l'innovation qu'on fait dans notre filière, on sait qu'est-ce que c'est, mais on sait aussi que c'est pas gratuit. Donc, il faut amalgamer ces 3 choses-là. Puis, mais si on veut se donner les moyens de réussir ça, ben, il faut avoir le volet économique. L'industrie minière est très cyclique. Tu le sais, tu l'as vécu. Qu'est-ce que tu vois venir au niveau des sociétés d'exploration junior dans les prochains mois, les prochaines années? Ben, c'est... on voit que le montage financier des projets et c'est pas facile. Je dis pas que ça l'a déjà été, mais je veux dire, on voit que le système, le volet investissement, les investisseurs, c'est ardu. Les compagnies travaillent fort pour aller chercher le financement. Puis là, on dirait que c'est moins excessif. Souvent, là, les cycles, ils sont... On avait des groupes. Vraiment, là, ça tombait, là, c'était bas. Puis à un moment donné, là, ça repart. Là, c'est ça. Là, à un moment donné, ça repart. On pogne les extrêmes. Donc, si on pouvait tendre vers un peu plus de régularité, ce serait le fun. Mais moi, je pense que la certification va être un plus pour les entreprises parce que ils vont avoir le portrait de qu'est-ce qu'elles font, comment elles le font, puis où elles veulent aller. L'enjeu, je dirais, c'est les nouvelles substances. Tout le monde parle du lithium, tout ça, mais là, comme c'est là, des mines de lithium au Québec, on va se calmer, pas tant que ça. Il y a des indices, le territoire n'est pas connu. Il y a des indices sur le territoire du Québec de lithium qui n'ont pas été vérifiés, qui n'ont pas été explorés pour savoir si c'était intéressant ou pas. Parallèlement à ça, il y a des aires protégées qui sont à l'étude. Donc, est-ce qu'on est en train d'évaluer des secteurs d'aires protégées où on pourrait avoir des futurs gisements qu'on va passer à côté puis on ne le saura pas. Donc, c'est ça, je pense, l'enjeu, c'est donnez-nous la chance d'explorer pour aller voir s'il y a quelque chose avant de dire il faut... On a un pourcentage de protection de territoire à rencontrer, puis c'est ça qu'on vise. Il faut faire ça de façon harmonieuse, puis il faut le faire de façon intelligente. C'est peut-être pas le bon mot, là, mais en tout cas, je veux dire, il faut le faire de la bonne façon. Quand tu parles des aires protégées, ces aires protégées-là sont protégées par qui? Bien, c'est le gouvernement qui s'est donné un objectif avec l'entente de Nagoya, 17 du territoire protégé à une date X. Mais là, ça veut dire que le territoire est tellement grand au Québec, là, puis tu peux plus vraiment en faire au sud parce que c'est habité.
À partir du moment où le territoire est habité, là, tu repousses vers le nord, vers le nord. Donc, si on veut se donner, saisir l'opportunité de développer des gisements de ces nouvelles substances-là pour nous aider à améliorer l'environnement, ben il faut vraiment y penser sérieusement. Vraiment intéressant, Valérie. Merci d'avoir accepté l'invitation. Puis, comme mot de la fin, j'aimerais savoir qui, dans l'industrie, justement, a influencé ta carrière. Ben, c'est un peu difficile de cibler, mettons, qui une personne, mais je dirais que toute la gang d'explorateurs passionnés qui, à tous les jours, ils croient en leur projet, ils prennent leur bâton de pèlerin, vont rencontrer des investisseurs, ils veulent développer ces projets-là, ils veulent le faire de la bonne façon. Donc, c'est vraiment plus toute cette gang-là de passionnés-là qui m'impressionne toujours. Je suis tout le temps épatée de les voir aller. Des vrais guerriers. Ah, mais oui, absolument. Merci Valérie. Ça me fait super plaisir, merci.